Alors, les tumeurs de l'APEX, ça reste une entité qui est rare. Il représente entre 3 à 5% des CBMPC. La prise en charge de ces tumeurs apicales représente un véritable challenge puisque la localisation est très riche sur le plan anatomique avec l'extension locale à la paroi thoracique et au plexus brachial. Dans la littérature, il y a les tumeurs de l'APEX, certains autres sont les syndromes de Pancoast. Quand il y a le syndrome de Claude Bernard qui est associé, il y a alors une atteinte de la chaîne sympathique paravertébrale ou du ganglion stellaire cervical qui sont atteints. La stratégie thérapeutique, elle est basée sur la discussion en RCP et c'est vraiment les dossiers qui posent le plus de problèmes. C'est les dossiers qui prennent le plus de temps. J'ai essayé de simplifier la prise en charge, mais croyez-moi, les décisions ne sont pas toujours évidentes. Pourquoi elles ne sont pas évidentes? Parce que justement, la sélection des patients doit être très bien faite. Le traitement chirurgical inclut la prise en charge pluridisciplinaire des thoraciques, des chirurgiens, de la prise en charge cervicale et neurochirurgicale. Et combien de fois on a vu Dr Merli nous dire qu'il devrait revoir le dossier avec les autres chirurgiens en nous promettant parfois d'opérer le patient. L'approche multimodale s'est améliorée et l'objectif reste la résection complète qui est un facteur pronostic déterminant dans la prise en charge des tumeurs de l'APEX. Alors, quand est-ce qu'on parle de résection complète? On parle de résection complète R0 quand il n'y a plus de tissu tumoral, il n'y a plus de cellules tumorales, aussi bien sur les recoupes bronchiques que sur les recoupes vasculaires et dans les ganglions. Et généralement, c'est ce que nous espérons pour les patients, c'est cette résection complète. Alors, quel bilan initial on va faire pour ces tumeurs de l'APEX? Un TEP, une TDM, pour exclure d'éventuelles métastases extracrâniennes, autrement dit le bilan d'extension. Comme l'avait dit déjà Dr Merli, il y a toujours un problème avec l'hypermétabolisme des ganglions et quand on a un patient qui est hypermétabolique en N3, on est dans l'obligation de confirmer au moins cytologiquement par EBUS ou par médiastinoscopie ou VATS. L'IRM cérébral ou la TDM avec injection de produits de contraste permettra d'éliminer les métastases cérébrales. L'IRM thoracique trouve ici sa place pour montrer l'envahissement du plexus brachial éventuel, la paroi thoracique et le rachis, et l'envahissement des trous de conjugaison à l'IRM déjà constitue une contre-indication chirurgicale. Donc dans ce genre de dossier, généralement, on va se trouver en RCP à demander aussi bien le PET scan que l'IRM pour l'envahissement local, le PET scan pour les ganglions. Donc, chaque exploration a son intérêt. Le bilan initial comportera aussi le bilan des comorbidités avant le traitement, le bilan cardiaque. Ce sont des patients qui sont destinés à avoir une chirurgie ou à avoir une radiothérapie. Donc le bilan est très important. La fonction respiratoire, l'évaluation oncogériatrique si le sujet a plus de 70 ans. Et généralement, quand on a un mauvais chiffre de VMS ou DLCO, on a déjà une contre-indication opératoire ou une contre-indication à la radiothérapie. Alors, pour essayer de simplifier les schémas, les tumeurs de l'APEX, sur le plan T, ce sont des tumeurs qui envahissent la paroi, donc ce sont des tumeurs qui sont T3 ou T4. Et d'emblée, j'ai essayé de faire la différence, d'isoler les patients qui sont N0, N1, des patients qui sont N2, N3. Ce sont des patients qui sont évidemment M0. Donc, cette séparation, elle paraît très simple, mais en fait, toute la discussion va se faire justement concernant le N et elle va se faire surtout en RCP parce que les choses ne sont pas aussi évidentes. Et on se retrouve alors avec des tumeurs T3, T4, N0, N1, M0 et ce sont les éventuels opérables. Et on a dans l'autre rectangle les tumeurs T3, T4 où on a un N2 ou un N3 contralatéral M0 et ce sont éventuellement les irradiables. Alors, je vais commencer par les patients qui sont opérables. Alors, il y a peut-être plus de 40 ans, le taux de résécabilité ne dépassait pas 50%, le taux de survie à 5 ans ne dépassait pas 30%. Ce sont des chiffres qui sont très mauvais, alors que ce sont des patients qui sont quand même destinés à être améliorés et destinés à avoir un meilleur pronostic.
Et d'où ce papier du SWOG 9416, c'est un papier qui date à peu près d'une dizaine d'années, où on a commencé à parler de l'induction chimio-radiothérapie suivie par la chirurgie pour des patients qui ont des tumeurs de l'apex et plus particulièrement des pancostes en phase 2. Alors, pourquoi la radiothérapie? Vous savez tous que la radiothérapie en néoadjuvant va permettre de diminuer la taille de la tumeur, va permettre de diminuer l'extension, sauf qu'elle n'a pas été suffisante pour ce genre de patients, d'où l'induction en chimioradiothérapie. Alors, c'est une étude qui a pris en considération 111 patients, des 3, des T4, des N0, N1 au plus, donc le petit carré que j'ai mis. Ce sont des patients qui ont eu du cisplatine étoposide avec de la radiothérapie et qui ont eu un scanner d'évaluation. Certains ont progressé, ils sont alors sortis du protocole, et d'autres sont en stabilité ou en réponse partielle et sont donc passés à la chirurgie. Tous les patients qui ont eu de la chirurgie ont eu par la suite 2 cycles de chimiothérapie adjuvante. Alors, la plupart des patients avaient un T3, donc c'est 72% des cas. Le quart à peu près avait un T4. Et comme vous le voyez, il y avait surtout des patients en N0, N1. Il y avait très peu de patients en N2. Les patients ont eu une lobectomie avec une pariétectomie. Et la plupart des patients qui étaient en R0, donc on avait pour les T3 91% de R0 après le traitement d'induction et 87% après l'induction pour les patients en T4. Alors, qu'en est-il de la toxicité? Il y avait une toxicité surtout de stade 3 et 4. Il n'y avait pas du tout de toxicité cumulée de stade 5. Pour ce qui est en post-opératoire, donc évidemment, la toxicité et les complications post-opératoires avec des atélectasies et des pneumonies. Alors, si on regarde de plus près la réponse de ces patients après la chimioradiothérapie néoadjuvante, on se rend compte qu'on avait des réponses partielles et on avait des stabilités. Et dans la majorité des cas, ce sont des patients qui ont eu la réponse partielle qui sont par la suite en réponse complète et certains autres étaient en R1, c'est-à-dire minimal microscope residual disease. Alors, le risque relatif au décès, on s'est rendu compte dans cette étude qu'on avait plus de décès concernant les patients qui étaient en T4, plus de décès quand les patients étaient en R2 par rapport aux patients qui étaient en R1. Les meilleurs patients, le meilleur pronostic était pour les patients qui étaient en R0. La survie à 2 ans était à 55% dans toute la cohorte des patients qui étaient éligibles et à 2 ans, on avait 70% de patients qui étaient en résection R0. Il faut savoir que globalement, il y avait une amélioration de la survie et il y avait une amélioration du taux de résécabilité et c'est l'objectif justement de ce traitement d'induction. Alors, y a-t-il quelques facteurs de pronostic? Donc, c'est une étude qui a été relativement récemment publiée, donc des tumeurs du pancoste, et c'est une étude qui a pris en considération de façon rétrospective 13 ans d'intervention. Ce sont des patients qui ont été opérés d'une tumeur du pancoste et ce sont des dossiers qui ont été récoltés dans certains centres où on continuait quand même d'aller directement vers la chirurgie. Donc on a comparé pour ces patients, entre ces patients, ceux qui ont reçu directement de la chirurgie et ceux qui ont eu le traitement d'induction, chimiothérapie, radiothérapie néoadjuvante. On avait quand même une très grande série de 1910 patients. La majorité des patients avaient un âge entre 60 et 69 ans. Et on avait une grande majorité de patients qui étaient en T3. Alors, la mortalité à 1 mois était à 3%. La mortalité à 3 mois, globalement, donc ce sont des chiffres globaux de la cohorte, était à 7%. Alors,
On s'est rendu compte qu'il y avait seulement un quart de patients qui ont eu du traitement néoadjuvant, et je rappelle que ce sont des patients qui, la plupart des cas, avaient un T3. Parmi les facteurs de pronostic qu'on a ressortis, c'était l'activité des centres dans lesquels on a récolté ces chiffres. Donc, et plus on opérait les patients, et évidemment, plus on avait de meilleurs résultats. Alors, sur les courbes de survie, qu'est-ce qui en ressort? À un mois, généralement, les courbes se rapprochent. Donc, entre un patient qui a eu une chirurgie d'emblée et entre un patient qui a eu une chimioradiothérapie en induction, à un mois, il n'y a pas vraiment de différence de survie et on est globalement dans les mêmes complications. Les courbes vont se disperser un peu quand on est à 3 mois. À 3 mois, quand le patient a eu de l'induction, on est largement mieux que chez les patients qui ont eu de la chirurgie directement. À long terme, la survie globale, elle était nettement mieux chez les patients qui ont eu de l'induction par rapport à ceux qui n'ont pas eu d'induction. Sur le dernier rectangle à droite, en bas et à droite, en fait, ce sont les patients qui ont eu uniquement de la chirurgie. Ce sont des patients qui n'ont pas eu d'induction. Par contre, chez ces patients qui ont eu de la chirurgie, ils ont eu un traitement adjuvant. Et vous voyez, pour la courbe verte, ce sont les patients qui ont eu de la chimioradiothérapie en adjuvant. Ils ont un meilleur pronostic, une meilleure survie globale par rapport aux patients qui ont eu de la chimiothérapie adjuvante, par rapport à ceux qui ont eu de la radiothérapie adjuvante et encore mieux, évidemment, par rapport à ceux qui n'ont rien eu. Donc, autrement dit, ceux qui ont eu une chimioradiothérapie en induction avaient les meilleures survies. Dans la population des patients qu'on a directement opérés, ce sont ceux qui ont eu de la chimioradiothérapie en adjuvant qui avaient le meilleur pronostic. Je rappelle que tout ça, ce sont des décisions de la RCP et que les chirurgiens en général n'aiment pas toujours opérer, n'est-ce pas, Dr Merghli, après la radiothérapie. Donc la sélection reste quand même très importante. Quoi faire en néoadjuvant et quoi faire en adjuvant. Alors, là aussi, c'est une étude qui a pris en considération 22 ans de patients opérés. C'est une étude qui est rétrospective, avec 100 patients qui sont opérés, une durée moyenne d'hospitalisation de 11 jours et une mortalité à 3 mois de 6,93%. Alors, dans cette cohorte, par contre, la plupart des patients ont eu une chimiothérapie néoadjuvante. Il y a 9 patients qui ont eu une induction à base de chimio-radiothérapie et ils étaient opérés dans 52% avec un abord antérieur. La médiane de survie globale était de 24 mois. La médiane à 5 ans était de 33,9%, à 10 ans de 26,4%. Alors, sur le deuxième tableau, on le voit nettement, on a nettement une meilleure survie à 5 ans quand on est en R0 par rapport à des patients qui sont en N+. Et on le voit dans la figure à côté, que plus le N est évolué, plus les choses se passent difficilement. Donc on est mieux en N0 qu'en N+, on est mieux en N1 qu'en N2, qu'en N3, évidemment. Alors, l'autre facteur de pronostic qui en ressort, c'est que les patients qui ont eu un abord antérieur avaient des difficultés, avaient un facteur de pronostic plus mauvais que les patients qui ont eu un abord postérieur. Alors, est-ce que la chimiothérapie et la radiothérapie améliorent la survie des patients? Donc, je ne vous demanderai pas de lire ces tableaux, mais c'est un article qui est très intéressant, qui a quand même pris en considération 248 articles pour 550 patients. Là aussi, les conclusions étaient que la chimioradiothérapie en néoadjuvant fait mieux que la radiothérapie suivie par la chirurgie, que la survie à 2 ans pour les patients qui ont eu de la radiothérapie était entre 70 et 93%, alors que pour la radiothérapie seule, on était entre 22 et 49%, et que généralement, les T3 avaient un meilleur pronostic, avaient moins de complications, une meilleure survie que les autres patients. Voilà, donc ça c'était concernant globalement les patients qui étaient opérables. Qu'en est-il des patients qui sont
N2, N3, les choses sont beaucoup plus simples parce que finalement, chez ces patients, on va se retrouver dans les algorithmes des tumeurs qui sont localement avancées. Il n'y a plus de chirurgie à proposer. Là aussi, c'est une décision après discussion en RCP. Il n'y a plus d'indication à la chirurgie. Ce sont des patients qui vont avoir, si le PS le permet, si les rendez-vous le permettent, si l'âge est bon, une chimioradiothérapie éventuellement en concomitant avec la radiothérapie, et c'est l'idéal. Si les choses ne peuvent pas se passer de façon aussi évidente, on basculera en séquentiel. Dans tous les cas, dans les nouveaux algorithmes, on propose de l'immunothérapie en adjuvant. Donc ce sont, comme je l'ai dit, les algorithmes des localement avancés, et je rappelle que dans cet essai pacifique, donc on a comparé le durvalumab après la chimioradiothérapie, donc par rapport au placebo. Ce sont des patients qui ont eu une radiothérapie jusqu'à 66 degrés, on peut aller même jusqu'à 74 degrés. Les réponses étaient, dans la majorité des cas, des réponses partielles ou des stabilités, et on le voit nettement, le durvalumab fait beaucoup mieux que le placebo, avec une médiane de survie sans progression qui passe de 5,6 mois à 16,8 mois. La survie globale médiane est de 47,5 mois dans le bras durvalumab par rapport au bras placebo, et la survie sans progression était à même pas 17 mois dans le bras placebo. Même pour l'apparition des métastases cérébrales, le durvalumab permettait de retarder l'apparition des métastases cérébrales, et là aussi on a une courbe du durvalumab qui est largement améliorée par rapport aux courbes du placebo. Pour ce qui est des effets secondaires, il y a des effets secondaires majorés certainement, mais il n'y a pas beaucoup de pneumopathie de grade 3 ou 4 chez les patients qui ont eu aussi bien la chimioradiothérapie que le durvalumab en adjuvant. Alors, pour conclure, toutes les recommandations des sociétés savantes vont dire pratiquement la même chose, donc il n'y a pas vraiment de différence. Donc j'ai mis le référentiel français. Donc pour ces tumeurs de l'apex, la discussion se fait d'abord en RCP, et vous voyez qu'on met déjà la RCP très haut dans l'algorithme. L'exploration médiastinale est importante pour vérifier si le patient est un 3 ou qu'il n'est pas un 3, et d'emblée, il y a les opérables et il y a irradiables. Les patients peuvent être opérés d'emblée, ils vont avoir par la suite la chimiothérapie adjuvante, ou ils vont avoir un traitement d'induction avec une radiothérapie à 46 degrés avec la chimiothérapie. Il faut savoir que c'est le seul algorithme où vous trouverez de la chimioradiothérapie en néoadjuvant. Seul pour les tumeurs de l'apex, on pourrait donc prescrire ou discuter la chimioradiothérapie en néoadjuvant. Si le patient est résécable, eh ben c'est tant mieux, il ira à la chirurgie et on discutera par la suite la poursuite de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Si le patient n'est pas opérable, on va se rabattre sur la chimiothérapie et sur la radiothérapie, voire même sur une chimiothérapie de deuxième ligne si le patient va progresser. Donc ça, c'était le premier versant des patients qui étaient opérables. Qu'en est-il des patients qui sont irradiables et qui sont donc irradiables parce que leurs adénopathies ne leur permettent pas d'être opérés? Ils vont avoir, comme je l'ai dit, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. S'ils ne sont pas progressifs après la radiothérapie et de la chimiothérapie, et s'ils gardent un bon PS, on prescrira du durvalumab pendant 10 mois. Je remercie l'assistance et je remercie tous mes amis ici présents de la RCP. Donc, ne manque pratiquement que Madame Fenny. Je suis contente d'avoir Dr Kochbati parmi nous, Dr Boutaïa, les radiologues, le chirurgien. Donc, on est tous présents à côté des pneumologues et je vous remercie. Merci, Dr Fté, pour cette belle mise au point sur cette tumeur difficile à gérer et qui nécessite toujours des discussions parfois très ardues. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, en sachant qu'on est un petit peu sous la pression du temps? Oui, professeur Tritter, le micro pour professeur Tritter. Merci.
Merci Laïla pour ta présentation. Moi personnellement, je trouve qu'il y a un volet qui manque dans ta présentation pour la prise en charge des tumeurs de l'APEX et surtout dans les formes cliniques du syndrome de Pancoast-Tobias, c'est le traitement symptomatique et la prise en charge de la douleur. Nous savons tous que ce sont des patients qui ont très mal. En attendant la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, il faut vraiment les soulager. Et j'ai le souvenir de certains patients qui sont très gênés par la douleur. C'est un volet qui est très important et malheureusement nous avons des patients qui traînent un peu en rhumatologie parce qu'on met un peu la douleur sur le plan de l'arthrose et après ils consultent à un stade évolué. L'intérêt justement entre autres de la radiothérapie, c'est qu'elle a aussi un effet antalgique. C'est vrai qu'on a des difficultés parfois à les équilibrer sur le plan douleur, mais l'intérêt en plus de la radiothérapie, c'est que ça a un effet antalgique, j'aurais dû le dire effectivement. Docteur Marali. Merci, Dr Fri, pour cette excellente communication ou conférence. C'est vrai que les tumeurs de Pancoast, généralement, on ne sait pas qui va les présenter. Est-ce que c'est le chirurgien ou l'oncologue ou le radiothérapeute, parce que c'est une prise en charge généralement multidisciplinaire et chacun a son avis. Puisque vous avez parlé de la chirurgie, c'est une chirurgie que les chirurgiens thoraciques aiment. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette chirurgie. C'est une chirurgie, c'est vrai qu'elle est élaborante. Mais donc, on aime faire ce type de chirurgie et toujours, si on trouve l'indication, la bonne indication, on le fait. Ça, c'est sûr et certain. Pour la radiothérapie, je pense que actuellement, c'est le consensuel, c'est de faire une chimio-radiothérapie. La radiothérapie en préopératoire ne complique pas le geste. En fait, parce qu'on fait des doses de 45 degrés, et on opère à 4 semaines, à 6 semaines, donc on ne va pas avoir de la fibrose. Et ça, c'est très important. Le rôle de la radiothérapie, moi, je trouve qu'essentiellement, c'est de stériliser. Peut-être la chimiothérapie va diminuer un petit peu, va circonscrire la lésion. La radiothérapie, c'est pour la stériliser. Et en fait, parce que les malades qui répondent à la radio-chimiothérapie ont le meilleur pronostic. Voilà. Et donc, après chirurgie. Donc, c'est pour ça que c'est des patients qui sont privilégiés, donc, actuellement. L'extension osseuse, quelle que soit vertébrale ou costale, ne contre-indique pas une chirurgie. L'extension, ce que j'ai dit à l'introduction, ouais, c'est l'envahissement du trou de l'envahissement du trou de conjugaison n'est pas une contre-indication, c'est l'envahissement médulaire. L'envahissement médulaire, oui, c'est une contre-indication. L'envahissement du plexus, ça peut être une contre-indication. Mais souvent, quand on voit des malades en RCP, c'est pas une maladie, c'est un malade. Et faire un geste aussi agressif, ça mérite beaucoup de sagesse. Est-ce qu'on fait mieux qu'une radiochimiothérapie? Et ça, c'est la discussion. C'est pour ça qu'on arrive souvent à dire ça, on n'opère pas, il est jeune, il a des fonctions, on va vite vers patient. Parfois, l'envahissement ganglionnaire, ça c'est un facteur de très mauvais pronostic, surtout le N2, et ça contre-indique les gestes, et on a des mauvais pronostics. Juste une question pour moi, la dernière question, c'est une question, c'est que actuellement on parle beaucoup de l'immunothérapie. Et je pense que nous, dans l'RCP, on est en train de sélectionner des patients pour en faire ce qu'on appelle l'immunochimio ou l'immunochimio-radiothérapie en adjuvante, et je pense que c'est l'avenir. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Chermiti pour clôturer, parce qu'on a une contrainte de temps. Donc, C'est pour les patients qui sont opérables à des stades un peu plus précoces. L'immunothérapie ne se positionne pas obligatoirement dans le traitement néoadjuvant associé à la chimioradiothérapie pour les tumeurs de l'APEX. Par contre, pour les tumeurs de stade 1 et 2, là, les choses ne se discutent pas. Elles trouvent effectivement très bien sa place. Merci, Dr Fri. Alors, je vais, avant de clôturer, faire la synthèse de cette très belle séance. Alors, RCP 3 croix. Donc, il ne faut pas prendre des décisions chacun dans son service. Pour les stades précoces 1A, moins de 2 cm, donc segmentectomie n'est pas inférieure à la lobectomie à condition d'un N0 et de marge de résection de plus de 2 cm, un bon bilan pré-op. Pour la deuxième conférence avec l'immunothérapie dans les stades 4, il faut avoir un bilan
sur les mutations, les anomalies moléculaires, s'assurer de la négativité des anomalies moléculaires. Et puis, ça dépend du taux d'expression du PDL1. Si elle est supérieure à 50%, on peut proposer une immunothérapie seule, pembro ou atezo, ou immunochimio. Et pour les patients qui ont un taux d'expression de moins de 50%, ça va être une chimio-immuno. La durée optimale de l'immunothérapie est de 2 ans en l'absence de toxicité. Et pour les tumeurs de l'APEX, encore davantage l'RCP, le bilan préopératoire vraiment exhaustif, et 2 cas de figure se distinguent, les N0, N1, T3, T4 bien sûr, qui sont potentiellement chirurgicaux et donc ils peuvent bénéficier également d'une chimio-radio néoadjuvante et par la suite, ça dépend de la réponse, soit chirurgie, soit on continue dans la chimio-radio. Et pour les non-chirurgicaux, c'est-à-dire irradiables, T3, T4, N2, N3, là c'est la place de la chimio-radiothérapie concomitante idéalement. Et l'immunothérapie actuellement trouve sa place avec le durvalumab, soit en association avec la chimio-radiothérapie. Je pense que c'est les principaux messages que vous pouvez retenir de cette belle séance. Merci beaucoup à l'assistance et à tous les orateurs et vous restez sur place pour le symposium.